Bonjour Saïdou, bienvenue. Salut. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans les studios Cargo Family. Donc déjà, bienvenue. Merci, je sais que tu viens pas de l'Île-de-France. Oui, effectivement, je vis maintenant en Normandie, mais sinon, je suis un gars du coin. Tu connais. Bon, là, on est en plein cœur de Roissy. Donc aujourd'hui, on va partager l'histoire de Saïdou, fondateur d'Easy Shipping. C'est ça. Donc je vais vite te laisser la parole pour nous expliquer ton parcours, des anecdotes, comment tu as créé Easy Shipping. Voilà, on va vraiment avancer. On va parler, je pense, transport routier. On va parler digitalisation, pardon. Tout à fait. Donc vraiment ravi de t'accueillir sur ce sujet-là. Merci également. Et en plus, on est dans mon territoire, puisque moi, je suis vraiment un gars du coin. J'ai bossé à Roissy. Mes parents vivent encore à côté. Donc là, en allant voir des clients, j'ai eu le temps de prendre un café avec mes parents, puis venir faire ce petit podcast ensemble, puisque sur les recommandations d'Axel, pardon, qui est de chez Stracker et qui est aussi un spécialiste du secteur d'activité. Ok, c'est cool. Moi, je suis ravi que enfin, les gens nous préconisent de venir nous voir. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour raconter un peu vos parcours professionnels. Petit rappel avant de te laisser la parole, Cargo Family, donc c'est la plateforme dédiée au secteur transport logistique. Ok. On a un secteur qui est vraiment intéressant avec des gens vraiment qui évoluent, qui innovent, et on voulait vous donner la parole. Donc c'est chose faite, c'est fait pour vous. Donc première question que je pose en général, est-ce que tu peux nous résumer rapidement, on reviendra après dans le détail, Mm. quelle est l'activité d'Easy Shipping et ce que vous proposez? Alors, pour faire simple, en fait, Easy Shipping, on est des éditeurs de logiciels pour les sociétés de transport de marchandises, mais aussi les chargeurs, commissionnaires, affréteurs. Donc, on édite un TMS et une bourse de fret. Ok, bon déjà moi j'aime bien, transporteur, du fret, on va parler là, donc de TMS, Tout, Transport Management System. tout à fait. Donc c'est quoi? C'est les logiciels, hein, c'est ça, on va parler de C'est le logiciels un petit logiciel, peu. oui. C'est le logiciel, oui. Ok. Pareil, la question que je pose souvent, même tout le temps aux gens qui viennent, c'est comment tu t'es retrouvé dans le secteur transport? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est par passion? Enfin, comment tu as mis un premier pied là-dedans? Alors, les deux réponses que tu viens de donner sont vraies, à la fois par hasard, mais par la suite, c'est devenu une passion. Donc moi étant dans le coin jusqu'à mes 24 ans, je savais pas quoi faire. Donc je bossais pas très loin à Gonesse et j'ai fait toutes sortes d'activités, que ce soit dans l'électricité, la restauration ou dans le commerce. J'avais déjà eu une société avant, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais ne sachant pas ce que je voulais faire, je me suis dit allez, je vais m'engager dans l'armée. Ok. Tout bête. Donc je me dis peut-être que je vais trouver ma vocation là-bas. Donc j'étais à Montlhéry 91, donc j'aurais pu aller un peu plus loin, mais voilà, je suis attaché à l'Île-de-France puisque voilà, je suis né ici, je suis très parisien, même si je suis Ouais, supporter de l'Olympique de Marseille. Oh là Donc là là, oh là là. Bon, l'horreur que je viens de dire. on va couper le ce C'est passage. ça. Et du coup, en fait, je me suis engagé dans l'armée et puis j'étais dans le régiment du train, donc c'est la spécialité du transport logistique. C'est le peloton en fait qui va s'occuper d'organiser les convois à l'étranger, d'envoyer le matériel et matériaux, les hommes aussi sur les théâtres d'opération, donc Afghanistan, Liban, Djibouti, etc. Et moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, assez carré. Je dirais même que j'ai quelques tocs. Et le fait d'organiser les conteneurs, organiser les transports, savoir qui, quand, comment ranger un conteneur, etc., faire la documentation pour que ce soit carré. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'ai trouvé un secteur d'activité qui correspond, en fait, à ma façon d'être. Et ma façon d'être, c'est ça, l'organisation. Du coup, j'ai été un peu plus loin et pour être... comme j'ai l'habitude d'aller au fond des choses, j'ai demandé à passer tous mes permis, toutes les formations. Donc poids lourd, super lourd, grue, plateau, Ok. bras de grue, etc. Et puis après, j'ai été à l'exploitation, donc l'organisation des transports. Et après, j'ai été affréteur dans l'armée pour les différents régiments français, que ce soit régiment du train, infanterie, etc. Il y a toujours matériel et matériaux à envoyer. Et du coup, là, j'ai vraiment découvert ma passion et je me suis dit, ben tiens, dans l'armée, on est un peu limité. Donc, ce que je vais faire, c'est que au bout de 2 ans, j'ai quitté l'armée pour aller retourner dans la vie civile, passer mes différentes capacités, les équivalents par des VAE, en passant par Promotrans, etc., pour me lancer dans le secteur. Ok. Et écoute, ça c'est hyper intéressant c'est pour ça que en général on discute un petit peu en amont, mais Hum. pas trop. Moi j'aime bien découvrir au fur et à mesure. C'est intéressant de voir qu'on peut commencer dans la logistique, dans l'armée. On oublie ça. Mais Ah, c'est mais vrai qu'il complètement. y a- je crois que le pôle logistique dans l'armée, je ne sais pas si tu peux nous dire si c'est un peu secret ou pas, mais apparemment c'est quelque chose d'énorme, hein, parce que tu as forcément Ouais, l'envoi des c'est... troupes, du matériel, tu nous disais. Donc là, tu as
un vrai métier en fait au milieu de toutes ces... Exactement, en fait, la partie transport et logistique, derrière, on va avoir tous les métiers qui sont liés à ce secteur d'activité-là dans la vie courante. Donc, par exemple, on va regarder un CMA, un Géodis, etc. Ils ont toutes sortes de métiers. Dans l'armée, on retrouve la même chose avec des caractéristiques qui sont encore un peu plus compliquées dans le sens où il y a tout ce qui est douane, le transport d'armement, par exemple. Donc, il faut aller chercher les munitions, il faut avoir des forces, des chauffeurs et des responsables qui soient formés à transporter ce genre de matériel, etc. Donc, du coup, oui, il y a énormément de métiers à apprendre, et notamment dans la logistique, même s'il y a plein d'autres métiers. Mais en tout cas, l'armée française, c'est un biais pour pouvoir découvrir et apprendre un métier et après se spécialiser. Et puis après, quand on arrive dans la vie civile, les entreprises privées raffolent de ce genre de profil parce qu'on a une polyvalence que d'autres n'ont pas. Pour parler de mon parcours, moi je suis arrivé dans le privé, malgré mes diplômes et tout, hein, j'aurais pu directement après tendre à un poste d'affréteur, d'exploitant, commissionnaire, dans une entreprise qui est commissionnaire de transport. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été cariste. J'ai commencé cariste dans la boîte où j'étais, j'ai passé tous mes cassettes, puis après chauffeur VL, PL, SPL sur tout le territoire français et un peu européen, avant de passer à l'exploitation dans la même entreprise quand je suis arrivé en Normandie. Juste une question, c'était parce que j'aime bien aussi donner un peu les infos pour les jeunes qui vont nous regarder pour savoir comment on évolue. Est-ce que c'est toi, tu t'es dit, ok, j'ai envie de repartir en bas un petit peu et de faire tous les métiers, parce que tu aurais pu tout de suite aller dans les bureaux, ou tu avais envie de changer, c'est peut-être ton tempérament qui fait ça, ou c'était vraiment tu t'es dit, mon plan de carrière, c'est repartir en bas, connaître tous les métiers pour être plus fort après? Non, c'était pas dans ce sens-là. En fait, quand je suis arrivé dans l'armée, j'ai découvert un métier qui me plaisait, un secteur d'activité, hein, parce qu'il y a plusieurs métiers. Et je me suis dit, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Donc, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées. Donc, beaucoup d'entreprises travaillent encore avec des carnets, avec des Excel, etc. C'est juste impensable, la perte de temps. Et moi, tout de suite, en fait, quand j'ai des problématiques, je ne peux pas m'empêcher de chercher des solutions. Et du coup, ce secteur-là, il m'a tellement plu. Et j'ai touché à toutes sortes de métiers, que ce soit la circulation, le conteneur, le transport, etc. Je me suis dit, il y a moyen en fait de trouver une solution pour pouvoir gagner du temps à gauche dans tel métier, à droite ici, etc. Donc je me suis dit pour avoir une solution complète, puisqu'on avait aussi quelques logiciels, que ce soit à l'armée, mais même dans les sociétés privées dans lesquelles j'ai travaillé, on avait plusieurs outils et on multipliait tout un tas de choses. Il n'y avait pas une bonne opérabilité. Je me suis dit, il y a possibilité de faire quelque chose. Donc dans l'armée, je me suis dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je touche à tout pour comprendre toutes les problématiques, pour essayer de voir si je peux trouver ou développer un outil qui a une bonne opérabilité avec les autres outils ou avoir un outil qui est capable de faire tout ou partie de tout ça. Okay. Tout simplement. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que, et ça je le vois chez tous les entrepreneurs que je reçois, mais je reçois aussi des gens CDI, des responsables, mais chez vous les entrepreneurs, il y a cette vision, et là ça veut dire que tu l'as eu hyper tôt, c'est ok, je suis dans un environnement et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai envie d'y répondre. Et peut-être que l'armée, c'est pas forcément, j'imagine, facile de changer les choses. Il y a peut-être des process qui sont en place. Mais vous avez tous ce syndrome-là de se dire, ok, c'est pas grave, je vois que ça va pas, je vais changer les choses. Et soit vous allez le chercher, soit en général, vous le créez. Donc j'imagine après, j'ai dit un peu le fil rouge, j'imagine, de ton aventure. Donc là, après l'armée, donc là, tu es sur une société. Tu peux la citer, la société? Peut-être qu'on l'a. Ah, dans le privé? Ouais, oui, les transports Nicolas Grisel, en fait. J'ai quitté l'armée et de fil en aiguille, j'ai atterri en Normandie puisque ma compagne était normande, donc du coup, j'ai suivi. Et arrivé en Normandie, j'ai cherché une boîte de transport dans laquelle bosser. Et je me suis présenté un peu à l'ancienne à mon CV, voilà, je veux faire ça. Je me finance ma FIMO, par contre, tu me fais en CDI. Ok, on s'est serré la main et puis j'y ai passé 10 ans. Et j'ai appris plein de choses dans cette boîte-là, que ce soit partie de l'entrepôt, l'organisation, pour la partie WMS qu'on utilisait là-bas, mais tout ce qui était organisation de transport, affréteur, livraison, etc. Donc voilà. Okay. Écoute, moi, je pense qu'il n'y a pas de parcours idéal, d'accord ? Tu peux être en CDI jusqu'à 50 ans, tu peux lancer ta boîte à 20 ans. Moi, j'aime bien ton parcours parce que j'ai un peu le même et je ne le savais pas. Tu vois, moi, j'étais entre 15 et 20 ans, plus près de 15 ans en CDI. Pareil, j'ai fait 7 boîtes différentes, j'ai pu voir pas mal de choses et je me suis lancé après, un peu comme toi. Et je dirais peut-être notre force, contrairement aux petits jeunes qui lancent leur boîte, voilà, les gars, je vais vous challenger un petit peu, c'est qu'on a une vraie vision du métier, du terrain. Donc, on est peut-être, niveau technologique, pas en retard, mais on a des choses on a des mises à jour au début, je pense. Mais tu vois, on a une vision du secteur qui est hyper précise.
Et je pense Complètement. je pense qu'entreprendre dans ces années-là, au bout de 15 ans d'expérience, c'est pas mal. Tu m'as dit que tu as fait 10 ans. Je Ouais, pense que là, tu as une vraie expertise et ouais. OK, là, je vais amener quelque chose. Je sais J'ai pas ce fait que tu en 10 ans dans penses. cette entreprise, OK. mais ça faisait déjà, en réalité, ça faisait peut-être 13 ans au total que j'avais Mhm. comme expérience. Et comme j'aime à dire, enfin, j'aime à dire, je vais reprendre ce qu'un copain entrepreneur dit de moi, c'est que toi, la différence avec des autres éditeurs de logiciels qui ont développé des solutions, etc., c'est que toi, tu descends d'un camion. Donc, Mhm. je sais de quoi je parle par expérience. Il y a des choses que je peux anticiper pour avoir vécu en étant sur la route, et j'ai la vision chauffeur, la vision exploitant, et la vision dirigeant d'entreprise. Et ça, l'expérience terrain, c'est ce qui a de plus de valeur en fait quand on développe un produit. Parce que voilà, mon logiciel, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir l'idée, on a des concurrents, ils peuvent le développer, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est l'expérience qu'on a, comment on va la mettre à profit pour les personnes qui ont des différentes problématiques. Et c'est ce qui fait la différence. Ouais, écoute, je suis vraiment aligné là-dessus. Je pense que ton expertise, en tout cas, quand tu dois modifier je sais pas, un module, je sais pas comment ça se Mm. passe, tu sais, toi, que l'impact que ça va avoir, mais à tous les niveaux. L'affréteur, le chauffeur, peut-être même jusqu'au dernier kilomètre. Exactement. Donc ça c'est intéressant. Donc, ok, donc là, tu es 10 ans dans la même boîte, dans la même société, Ouais. t'apprends, tu changes de poste. Mm. Donc je pense qu'ils ont senti chez toi que tu avais envie de bouger aussi. Ouais. Euh, Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis, ok, je veux faire quelque chose tout seul? Ça arrive, c'est une opportunité. Comment ça avance à ce moment-là? Alors, concours de circonstances. Bon, les boîtes de transport, la période où j'y étais, quand je suis rentré en 2009 dans cette entreprise, donc ça allait plutôt bien à se développer, une vingtaine de chauffeurs régional, un peu de national, etc. Des clients comme Carrier Transicold, La Pave, pour ne citer qu'elle. Ça se passait plutôt bien et sur la fin, on est arrivé sur une période post-crise, parce qu'il y avait la crise de 2018 à faire un petit peu de mal, etc. Donc le boulot reprenait. Et sur la fin, ça devenait un peu compliqué financièrement parce que les transporteurs avaient du mal à augmenter leur prix parce que voilà, on avait des donneurs d'ordre qui eux voulaient faire des économies. Donc c'était un jeu qui n'était pas forcément simple pour les boîtes de transport. Essaye de Et juste, excuse-moi de te oui, couper, juste qu'on comprenne bien. Société de transport routier, c'était quelle activité? Vous faisiez peut-être de l'entreposage et on de la faisait livraison de colis un peu Ok, d'entreposage, la livraison de palettes, on faisait du groupage et de l'affrètement. Voilà, ok, essentiellement. d'accord. Donc, On faisait pas de, on faisait aussi de la mise à dispo de camions avec chauffeurs. On avait ok. des chauffeurs chez DHL, Schenker, etc. Donc ça fonctionnait plutôt bien. C'était plutôt sur le groupage, l'affrètement. Là, ça devenait un peu plus compliqué puisque voilà, toutes les entreprises avaient besoin de préserver leur marge. Et du coup, nécessairement, dans la chaîne d'un transport, c'est souvent le transporteur qui est lésé puisque c'est sur sa marge qu'on va rogner, quoi, que tout le monde va se servir. Donc du coup, moi, en fait, de ce parcours-là, je me dis, bon, bah tiens, on va essayer d'augmenter nos prix parce que la qualité, ça se paye. Donc je suis pas partisan de ces transporteurs, en fait, qui vont au moins 10 ans, bah moi, je te propose moins cher, je te fais la course. Non, le but, c'est de gagner de l'argent, mais en Mhm. faisant de la qualité. Donc j'avais cette vision-là et je me suis dit, tiens, comment faire de la qualité? Parce que dans cette entreprise-là aussi, j'avais un employeur qui avait des véhicules récents, qui étaient bien entretenus, des chauffeurs avec un turnover qui était... on avait des chauffeurs, ça faisait 20 ans qu'ils étaient là. Donc on avait très peu de turnover, donc ça se valorise. Mhm. Et je me suis dit, maintenant, dans notre fonctionnement, au lieu de fonctionner, d'organiser les tournées sur notre Excel, ce que je voulais faire, c'était lui proposer de développer l'outil ensemble. Voilà, j'ai une idée, on utilise nos véhicules et on faisait notre propre TMS avec notre propre bourse de fret en allant voir des informaticiens, etc. pour développer le truc. Sauf que bon, la période où on a voulu développer l'outil, l'entreprise était vraiment en difficulté, donc elle a été rachetée. Et au moment du rachat, moi, je me suis dit, bah, cette opportunité-là, c'est peut-être l'opportunité pour moi, finalement, d'aller développer ce produit par moi-même avec mes fonds personnels, puisque voilà, je ne suis pas issu des écosystèmes start-up, etc. Je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, ça correspond à une période où, en plus, j'ai vendu ma maison. J'avais un peu de cash, tout simplement à investir. Donc, du coup, je me suis lancé. Voilà, grosso modo. Écoute, alors l'idée, si je comprends bien, au moment où tu es en poste, quand l'idée mûrit, Mm. j'ai entendu, tu m'as dit optimisation des tournées, ça c'était une C'est petite idée ça, que tu avais, donc optimiser les livraisons des chauffeurs. exactement. Donc ça, il y a pas mal de problématiques en ce moment. Et tu m'as dit aussi, c'était de faire un TMS en propre, c'est ça? Ah, pardon, Exactement. bourse de fret. Excuse-moi aussi parler de bourse de fret. Ça veut Exactement. dire, si je peux, c'est mon idée, tu me diras Mm. si la bourse de fret, c'est de proposer
de l'espace libre des camions qui ont de l'espace aux différents utilisateurs sur une même plateforme. Exactement, Okay. sur notre propre plateforme, mais surtout avec les prix, les prix du transporteur. Parce que dans les bourses de fret, il en existe plusieurs. Souvent, c'est des prix qui sont définis par l'éditeur de logiciel. Ça peut être et derrière, ça va être soit l'éditeur de logiciel qui va fixer son prix, soit un affréteur ou un commissionnaire, mais qui va proposer des prix avec sa marge. Mais le prix que le transporteur va percevoir, par exemple, sur 100 euros, le transporteur va percevoir peut-être que 60 euros, puisque celui qui va émettre la mission sur une bourse de fret standard va prendre sa marge. Or, moi, ce que je voulais, c'était une bourse de fret avec les prix du transporteur, donc les nôtres. Donc, sur 100 euros sur la plateforme, c'est 100 euros pour notre entreprise de transport. Et si on avait après intégré d'autres partenaires de transport, donc Transport Pierre, qui est notre voisin, lui, il implémente ses grilles tarifaires. Comme ça, les prix qui seront affichés, ce seront ses prix à lui. Donc, du coup, moins d'intermédiaires et la marge du transporteur aussi préservée. Puisque j'ai tendance à vouloir protéger les transporteurs, étant ancien transporteur, tout simplement. Ouais, juste que je comprenne bien, bon, le mot bourse de fret, moi j'ai déjà vu souvent passer, mais j'ai jamais utilisé. Sur une bourse de fret, donc on met en relation un transporteur avec ses camions et une société affréteur ou transitaire. Qui propose? C'est le prix vient de l'acheteur ou vient du... Justement, je pensais que le prix venait du transporteur. Non, c'est l'acheteur qui donne son prix. Exactement. Et c'est le transporteur qui doit dire je prends ou je prends pas. Exactement. C'est comme ça que ça se passe Exactement. Et il y a des négociations des fois qui, moi, pour avoir utilisé par exemple B2P Web, qui est une des plateformes, oui, c'est l'une des plus grosses plateformes, etc., développée par un Normand aussi. Du coup, à chaque fois, on a des entreprises, soit qui ont un service d'affrètement, ou on a des affrèteurs ou des commissionnaires qui vont dire voilà, j'ai telle marchandise à envoyer à Marseille, j'ai 33 palettes, 20 tonnes, 350 euros. Donc on sait que c'est en dessous du marché. Moi, des fois, je contactais, par contre, moi, je peux te le faire, mais à 500, mais 300, c'est pas assez. Alors que là, moi, je voulais inverser le rapport de force où le transporteur... Voilà combien ça coûte. Est-ce que faites la marge que vous souhaitez, mais moi mon coût de rentabilité, c'est tant. C'est ça. Tu permets au transporteur routier de garantir une rentabilité. Exactement. C'est ça, dans l'autre sens. Ok. Exactement. Donc c'est comme ça que je l'ai pensé. C'était un peu flou au départ, mais à partir du moment où il y a un transport qui doit être effectué, c'est au transporteur de donner son prix. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas imposé un prix de transport à une société de transport. La société doit être capable de pouvoir faire une cotation, y répondre et exécuter la course. Ça, c'est son métier. Mais si on lui demande juste d'exécuter la course en acceptant un prix qui aura été préalablement donné par un tiers, là, pour moi, c'est quelque chose qui était incohérent. Donc, du coup, pour revenir à la question que tu disais, donc j'avais tout ce cheminement qui se faisait dans ma tête et je voulais le développer avec, mais entre-temps, la société a été rachetée par une entreprise qui est devenue beaucoup plus grande, 180 camions aujourd'hui, etc. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe, c'est peut-être le moment de me lancer, quoi, tout simplement. Ouais, des fois, je suis assez d'accord, c'est des fois pas des opportunités, mais des changements qui font qu'on se lance. Tu vois, petite anecdote, moi j'ai lancé ma première société d'import-export, j'étais en poste, et pareil, la société, ils ferment l'agence de Roissy, tu vois, ils ferment, ils sous-traitent à quelqu'un d'autre, et donc on se retrouve avec mon collègue sans poste. Lui, il part à Hong Kong rejoindre sa copine, et je me dis, attends Baptiste, t'es à Hong Kong, je suis en France, on maîtrise l'import-export, vas-y, viens, on met quelque chose en place. Donc des fois, c'est c'est un concours de circonstances, souvent négatif, fermeture, enfin, t'es quand même mis à la porte, et tu dis, ok, je rebondis, et tu vois, ça fait des belles carrières, donc c'est non, cool. non, mais complètement. Après, je suis de nature optimiste, donc dans chaque situation compliquée, je fais le constat, mais après tout de suite, je vais voir les opportunités qu'il y a derrière et voir le côté positif. Donc là, je perdais un poste, j'étais plutôt bien dans une entreprise familiale, plutôt correctement payé, des chauffeurs avec qui j'avais une super entente, surtout que moi, je suis passé, entre guillemets, à l'ennemi, puisque j'étais sur la route avec eux, puis après, j'étais à l'exploitant, je leur donnais le boulot, mais ça se passait plutôt bien. Donc du coup, ça a été difficile à accepter, mais après tout de suite je me suis dit tiens, c'est peut-être une opportunité qui se présente, et concours de circonstances, je vends ma maison, je fais une belle plus-value, je commence à avoir un cahier des charges puisque je prenais des notes sur tout ce que je faisais, et je me suis retrouvé avec un pavé comme ça d'Easy Shipping en fait. Là maintenant j'ai le nom, mais j'avais pas de nom, mais j'avais déjà le concept entre les mains, donc c'est comme ça que je me suis lancé en fait. Ok, donc en plus déjà sur fonds propres, c'est-à-dire vraiment tu prends ton argent, et moi j'aime bien, je l'ai fait aussi, c'est que j'ai l'impression quand même,
Alors, il y a peut-être des gens qui ont eu des investisseurs qui vont me contredire, mais je trouve quand même quand c'est tes fonds propres, moi je suis pareil, quand j'ai lancé la société d'import, on a mis 30 000 euros, tu vois, je crois, on a mis 15 000 chacun, mais en fait, c'est énorme à l'époque. Mais complètement. Et on a mis 15 000, et je peux te dire que quand tu mets ton fonds propre, de toute façon, tu es à fond, c'est ta boîte, mais je crois que tu es 2 fois plus à fond. Mais complètement. mais c'est sûr, parce que cet argent-là, tu l'as gagné difficilement et tu pourrais faire autre chose. Après, pour ceux qui entreprennent tard, en tout cas comme moi j'avais déjà 2 enfants. C'est risqué. Les risques sont pas les mêmes. Quand tu as 20 ans, tu n'as pas d'enfants, tu vis chez papa-maman. Quand tu as ta maison, tu as tes enfants, tu as des charges, tu as des engagements et des obligations. Est-ce que tu penses pas que en fait, ça nous pousse? Parce que moi quand j'ouvre ma boîte, franchement, on se connaissait pas c'est la première fois qu'on se rencontre. Hein. Oui. Moi, quand j'ouvre ma boîte, j'ai ma fille qui a 4 ans et la mère de mes enfants qui est enceinte du deuxième. Oui. Pour te dire, et le Covid qui va arriver, tu vois. Mm. Mais en fait, pas le droit à l'erreur. Et peut-être que je trouve que c'est un peu dans l'art de la guerre. Je sais pas si je l'ai pas lu en entier, il est assez compliqué, mais j'ai retenu une histoire qui est assez intéressante. C'est que si tu as une porte de sortie, c'est un village qui est assiégé, et en fait, il y a une porte de sortie. Les mecs qui sont assiégés, mais ils ont la possibilité de s'échapper, et donc ils se défendent un peu moins. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que si tu fermes cette porte de sortie, les mecs ils vont se défendre jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Et je trouve ça intéressant dans le business, c'est que en fait, comme on dit, pas d'option B. Tu vois, j'ai tout mis. J'ai 2 enfants, une maison, ok, j'ai pas le droit à l'erreur. Et je pense que c'est un bon mindset. En tout cas, moi, ça m'a porté en mode, vas-y, on y va, quoi. Faut tout défoncer parce qu'il n'y a pas de plan B. Ah bah c'est sûr, parce que pour tous les entrepreneurs, hommes-femmes confondus, qui ont entrepris entre 2019 et 2020, moi, immatriculé en janvier, derrière Covid, quoi. Ah ouais. Donc, le Covid a été plutôt une bonne chose pour nous, dans le sens où là, on a enfin compris que la digitalisation dans le transport routier de marchandises, aérien, maritime, mais même dans la livraison de colis, etc., était une opportunité pour pouvoir continuer de vivre et de consommer. Mais en tout cas, les entrepreneurs qui ont entrepris en 2020, tous ceux qui sont encore debout aujourd'hui, je leur dis chapeau parce qu'il n'y avait pas de plan B. Ouais, et tout s'est fait de manière... toutes les aides qui sont venues derrière, ça a été des choses qui ont été inventées sur le tard pour soutenir un peu les entreprises, mais sans savoir si il y allait avoir du positif. En tout cas, moi, je sais que ça a été une période assez floue, comme pour beaucoup de monde, mais finalement, ça a été salvateur, en tout cas pour ma part, quoi. Okay. Donc ça correspond avec ce que tu disais. Là, t'as pas de plan, t'as un plan A et... t'as ton plan A, voilà, le reste... Donc c'est bon, donc là c'est Easy Shipping. Je ne sais pas si tu trouves le nom tout de suite, mais comment ça se passe alors la mise en place? En plus, je crois que tu es un cofondateur. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est à ce moment que tu trouves la personne? Comment ça se passe la mise en place, là, le début? Alors au début, j'en parlais à mon ex-employeur, du coup, je décide de le faire tout seul. Maintenant, voilà, j'ai un cahier des charges. Moi, je suis un gars de terrain. Il faut développer un logiciel. Voilà, clairement, je ne suis pas informaticien, même si je porte des lunettes, ça fait un peu un télo, etc. Je ne suis pas un geek, j'y comprends, mais strictement rien. Aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience, j'ai le vocabulaire, etc. Mais je me dis, tiens, il faut que je m'associe. J'ai, moi, un de mes potes avec qui je bossais à Gonesse et qui, lui, finalement, devient directeur d'une agence à Bordeaux, qui est dans l'informatique. Il me parle de son cousin que je connais très bien, parce qu'on a grandi ensemble, etc. Il était de Goussainville, donc aussi pas très loin, qui a une expérience aussi dans la logistique, mais qui est autodidacte dans l'informatique. Il me dit, mais tous les deux, les gars, pourquoi vous vous associez pas, etc. Et c'était évident, en fait. Là, j'ai un mec que je connais, qui connaît un peu le secteur, qui développeur informatique mais autodidacte, un peu comme moi dans le transport et la logistique, puisqu'il y a plein de choses que j'ai apprises, et en plus on se connaît depuis un moment, même si dans l'entrepreneuriat c'est pas parce qu'on se connaît depuis longtemps que ça va le faire. Et d'ailleurs nous, la première chose qu'on a faite, petite parenthèse, c'est dès que je lui ai proposé le projet et de s'associer, c'est avant de débuter, on se fait un pacte d'associés. Oh, okay. Voilà, avant de mettre de l'argent, etc., pour que les choses soient claires. Et ça, je le recommande. Même si on entreprend avec sa famille, ses amis, sa femme, etc., pacte d'associés. Comme ça, au moins, les choses sont claires, sont dites avant de débuter, parce qu'après, les problèmes entre associés, c'est ce qui fait planter plein de boîtes. Donc voilà, parenthèse. Bon. Et puis bon, on a décidé de s'associer. Et puis voilà, Némine Ali. Eh ben, écoute, un grand bonjour. Hein.
Ok. Ouais, il est pas là aujourd'hui Ouais. parce que pendant que moi je fais le podcast, lui il bosse. Chacun son. C'est ça, tout à fait. Mm. Donc voilà, j'ai Donc tu décidé trouves de ton m'associer. associé. Là, ça y est, tu trouves. Enfin, vous, c'est bon, vous avancez ensemble, tu trouves ton associé. Complémentarité. Toi, Exactement. les opérations et lui, la partie digitale, Et codage. C'est ça, il code, hein, c'est ça? exactement, ouais, il Ok. code. Ok. Donc nous voilà, la force que nous avons, c'est que on fait tout par nous-mêmes. Ok. Donc on a la maîtrise de l'approche du métier, des outils qu'on veut avoir, mais aussi du développement de nos outils. Ça, pour pouvoir par la suite même standardiser un peu nos offres et notre produit, etc. Quand on a la maîtrise et que c'est développé en interne, on arrive plus facilement à obtenir ce qu'on souhaite que quand on sous-traite. Il y a une partie qu'on a voulu sous-traiter au départ. Ça, c'était la période avant que je m'associe avec lui. Je travaillais avec une agence qui était à Paris. J'avais du mal à obtenir les résultats que je souhaitais, que ce soit dans mon cahier des charges qui n'était pas forcément très précis. Puis on arrivait à une période où, faut dire ce qui est, hein, les développeurs informatiques, c'était Dieu à ce moment-là. Et finalement, quand on a quelqu'un qui est du secteur d'activité, mais aussi qui code, etc., ben, la compréhension, elle est plus évidente. Donc, encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Faire un produit ou un service développé par des gens qui ont cette expérience-là, ça n'a pas de photo. Comme C'est B2P Web, game hein, c'est les changer, transporteurs qui l'ont fait, c'est Ouais. pour ça que ça a pris, quoi. Et en plus, c'est marrant, tu sais quoi, ce matin, j'étais en podcast vidéo avec Arnaud de chez Nabu. Hum, Il me disait exactement la même chose. Il me disait qu'il a. Donc, eux, c'est pareil, ils ont une plateforme digitale, hein. Et il me disait qu'au début, il avait sous-traité avec des ESN, des hum, agences, et qu'au final, il avait internalisé parce qu'il avait besoin de ses devs à côté, parce que c'est eux qui comprenaient le. Donc, vous hum, êtes, franchement, en général, vous êtes tous alignés sur hum, ça. Ouais, quand tu as un mec avec toi qui hum. comprend ta problématique, bah, il code en fonction. Donc, Exactement. ok. Bon, donc là, ça avance. Donc là, tu as ton associé qui est. Vous avancez. Donc là, l'idée, c'est toujours quoi? C'est créer une plateforme. C'est vraiment toujours la bourse de fret au profit des transporteurs? Ou- Avant même ce côté bourse de fret, c'était plutôt le côté TMS, mais Ok. avec des missions fermées entre nous, transporteurs, avec différents donneurs d'ordre, que ce soit des donneurs d'ordre en direct, des entreprises, je vais en citer, mais comme Ferrero, par exemple, au lieu de passer par un commissionnaire ou un affréteur, bah, de travailler directement avec le donneur d'ordre ou le chargeur, puis par la suite aussi avec des affréteurs et des commissionnaires pour pouvoir organiser les transports, puis par la suite, étant donné qu'on va avoir une base de données, dans mon esprit à l'époque, qu'on allait avoir une base de données conséquente de transporteurs, donc que ce soit VL, PL, sur le territoire, ben, pour nos clients, quand ils ont des besoins urgents ou pas urgents, mais qu'un de leurs partenaires privés n'ont pas la possibilité de faire la course, ben, de switcher la mission en demande de transport public. Et là, on arrive sur la partie bourse de fret pour avoir accès à d'autres Mhm. partenaires de transport avec lesquels ils n'ont jamais travaillé, mais qui sont en capacité de faire ce transport-là. Et nous, chez Easy Shipping, ben, à l'époque, on n'avait pas encore de nom, mais à l'époque, on pensait à se dire, ben, tous les partenaires de transport qu'on agrège, un peu comme Jet-Trans, hein, on récupère toute la doc et on fait les vérifications pour que les sociétés de transport, on soit certain qu'elles ont la régularité sociale, Mhm. fiscale, on récupérait les assurances, licences, etc., pour être certain que nous, on garantissait sur la plateforme des prestataires Mhm. vérifiés, quoi. Ok. Donc en fait, au début, c'est de la mise en relation directe Exactement. entre le chargeur, enfin l'expéditeur, et les transports routiers pour éviter, on peut dire ça, qu'il y ait un intermédiaire qui prenne une grosse marge. C'est C'est ça. c'est un peu le. En fait, c'est intelligent parce que c'est vrai que souvent le problématique pour un expéditeur, c'est qu'il n'a pas une liste de 500 transporteurs. C'est Non, ça. Donc non, là, non, tu lui mais fournis un peu complètement. cette. Je sais pas si j'ai bien compris, Non, tu lui fournis un peu toute cette donnée. exactement. Donc, Ok. on lui fournit ça, mais pas que, puisque avant la problématique de prix et les intermédiaires, Mhm. quand on les limite, bah, mécaniquement, ça va être moins cher, mais c'est surtout, il y a des entreprises qui ont besoin de suivi et de traçabilité. Et plus il y a d'intermédiaires, plus l'information est difficile à avoir. Donc, quand c'est Pierre qui donne à Jacques, ben, la communication est beaucoup plus simple et on arrive à avoir le suivi et la traçabilité d'un produit. Mais quand on a de la sous-traitance en cascade, donc Pierre qui donne à Jacques, Ah qui ouais. donne à Paul, etc., et c'est là où il y a des ruptures de charge, c'est là où il y a de la casse, c'est là où il y a de la souffrance, on n'arrive pas à savoir où est la marchandise et la personne à qui il l'a confié est obligée d'appeler 15 personnes avant Mhm. d'avoir l'information. C'était surtout pour ça. Et Et ça, je te coupe parce que franchement, tu me rappelles des hum, anecdotes, mais je me rappelle. Tu sais, quand nous, moi j'étais donc commissionnaire, donc on donne on fait une demande à un affréteur hum, qui lui-même va donner la commande à un transporteur qui peut-être va la sous-traiter.
Mais quelle horreur! Rien qu'un problème. Mm. Le livreur qui trouve pas l'adresse, tu sais que tu passes le coup de fil, c'est comme ça. Oui, Il faut que les gens ils réalisent quand même. Dans un monde digital, il y a encore 5 ans, même aujourd'hui, tu passes un coup de fil à l'affréteur qui dit attends, je te rappelle, qui va passer un coup de fil au responsable d'exploitation. mm, C'est vrai, qui va appeler le chauffeur. exactement. Et là, tu comprends tout de suite que cette chaîne d'information qui est hyper longue, Mm, toi, tu as besoin de l'info en réel parce que toi, après, tu rappelles ton client. exactement. Là, en fait, grâce à ta plateforme, bah, en fait, tu coupes tous ces circuits-là et tu mets en lien direct. Et tu as raison. Exactement. L'information, c'est la base. On le répète souvent. Avant même le prix, hein. Ouais, ouais, on est Mais, d'accord. avant même le prix. Le prix, c'est un plus, et des fois même à prix équivalent. Même si pour beaucoup, aujourd'hui, le prix est important, et c'est vrai, le coût de transport impacte pas mal d'entreprises. Mais le suivi et la traçabilité, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pouvoir avoir ce suivi et cette traçabilité, de savoir s'il y a rupture de charge ou non, et de savoir qui transporte. Ok. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est un point vraiment important, la traçabilité. Euh, Justement, j'espère qu'on ne spoile pas trop la suite, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez en place cette traçabilité pour vos clients? Est-ce que c'est quoi? C'est des camions qui sont géolocalisés? Est-ce que c'est votre plateforme qui amène? Qu'est-ce que tu amènes en plus là justement? C'est à ce niveau-là. Alors, là, comme on a réfléchi la plateforme, c'est qu'on agrège des partenaires de transport, donc un logiciel SaaS, donc un site web, on se connecte avec un compte administrateur et des licences pour les différents utilisateurs d'une entreprise qui expédie. Côté transporteur, pareil, un compte administrateur pour l'entreprise, un compte pour l'exploitant, l'affréteur, et un compte et des sous-comptes pour les livreurs. Donc, on va pouvoir faire le management de la documentation des chauffeurs, donc permis de conduire, visite médicale, formation ADR, FIMO, etc. Et eux ont un PDA ou un smartphone. Donc l'application est dedans. Nous, on va traquer le PDA ou le smartphone. Ok. Donc c'est ce qui permet d'avoir le suivi en temps réel. Mhm. Et la traçabilité, on arrive à avoir avec smartphone, puisque nous, le logiciel, quand un expéditeur va émettre une demande de transport, ça va générer une étiquette, donc un QR code qui est apposé sur les marchandises. Et à chaque fois que le livreur va le scanner, on a une notification. On sait que la marchandise a été collectée, qu'elle est en cours de livraison et qu'elle est livrée. Et ça dispatche la POD en temps réel aux différents intervenants de la mission. Voilà, grosso modo. Donc c'est le smartphone que nous, on va traquer des livreurs. Et puis là, dans la prochaine feature, au lieu d'avoir un boîtier pour pouvoir traquer les véhicules, il faut savoir que tous les véhicules poids lourds, véhicules légers, grâce au numéro VIN, on peut accéder, avec l'autorisation de l'entreprise, aux données du véhicule. Donc il y a déjà un GPS dedans. Donc on va avoir pas les temps de conduite, mais les temps de service, savoir quand est-ce que le camion est parti à 8 heures, il aura roulé tant, on va savoir la consommation de carburant en temps réel, on va pouvoir avoir, ne serait-ce si on veut des informations sur les co-conduites, mais aussi sur les visites techniques, les alertes du tableau de bord, etc. Et tous les véhicules, que ce soit Volvo Trucks, Renault Trucks, Iveco, Peugeot, etc., en passant par Stellantis, etc., on arrive à avoir ces remontées d'informations. Du coup, on va traquer à la fois le PDA ou le téléphone, mais aussi le véhicule. Ok. Et c'est intéressant, si j'ai bien compris, c'est que tu as donc deux clients. Mm. Tu as à la fois les utilisateurs expéditeurs et tu as les transporteurs. Exactement. C'est ça, t'as ces deux. Et toi, de toute façon, tu les mets en relation, mais c'est bien, tu as ces deux. Tu as besoin qu'ils se rencontrent. Exactement. Et tu as deux utilisations donc différentes. J'ai bien compris, le transporteur, vous leur proposez des outils pour la gestion. Tu Ok. disais plateforme, c'est ça, documentaire, Exactement. suivi conduite. Et lui, l'expéditeur, ce qu'il veut, c'est le tracking, de toute façon. C'est ça. Je pense. Hein. C'est ça. Il veut Ok. le tracking, mais il veut aussi, pour des entreprises de certaines tailles, ou en tout cas qui travaillent régulièrement avec des entreprises de transport, il faut savoir qu'elles aussi, elles ont l'obligation légale de vérifier que les entreprises de transport avec lesquelles elles travaillent soient dans les règles. Et du coup, nous, exactement. Et nous, les documents, comme on les a d'un côté, eux, ils peuvent faire après un export, une extraction de ces infos-là pour justifier auprès de l'administration, disant je travaille avec cette société de transport, elle est régularité sociale, fiscale, il y a les licences de transport, et puis s'ils veulent aller plus loin, les assurances, les cartes grises des véhicules, etc. Et pareil pour les salariés, permis de conduire, etc., visite médicale et tout. Ouais, vous êtes un facilitateur en fait. C'est-à-dire que en passant c'est- avec votre plateforme, je m'assure auprès de ma direction, auprès de l'administration, Mm. que les transports autorisés ils sont en règle. C'est ça, tout à fait. Ok. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Je reviens sur le fil rouge. Là, ça veut dire qu'à quel moment vous lancez la plateforme? Parce que là, vous êtes en train de Ouais, de c'était la encore produire, notre en preuve de développement. concept, ouais, en À quel moment développement. vous la lancez? Est-ce que tout de suite vous avez des clients? C'est quoi le plus dur à aller chercher? J'ai pas Alors, mal de questions en même temps. ouais. Est-ce que c'est plus dur à aller chercher des clients, des transporteurs? Voilà, comment ça se passe le lancement? Alors nous, on a la chance, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le digital, d'avoir l'expérience. Mhm.
Et les problématiques auxquelles je réponds, auxquelles je voulais répondre à l'époque, c'était celles des clients que j'avais chez mon ancien employeur. Donc je leur ai dit, voilà, je vais développer un truc, etc., pour répondre à ça. Donc très intéressé, parce qu'il y a une relation dans le transport, en fait, l'humain est important. Donc il y a beaucoup d'échanges téléphoniques, moi j'allais les visiter, passer du temps chez les clients et tout. J'ai dit, bah, tiens, j'ai eu une idée, je vais développer un truc pour répondre à ta problématique. Donc j'ai pas eu besoin d'aller chercher des clients au départ. Et je suis ancien transporteur, donc nativement, j'ai pensé à mon ancien employeur. Ton réseau, tu as utilisé ton réseau pour... Exactement. Ok. Et même au-delà du réseau, en fait, je sais que à date, les transporteurs ont toujours besoin de... Il y a la grosse problématique des remontées à vide, et partiellement vide. Bah, du coup, tu envoies une annonce pour les transporteurs. Bah, tiens, je développe un outil où tu t'inscris gratuitement en tant que transporteur. Je ne marge pas sur toi, mais qui va t'apporter du fret complémentaire, par exemple, si tu remontes de Paris, de Marseille, etc. Ah oui. Donc, on a même eu la problématique d'avoir trop de transporteurs sur la plateforme. C'est pour ça qu'on a limité. Donc, j'ai pas eu ce souci-là. Donc, du coup, nous, on a pu se concentrer sur le produit. C'est là où il y a eu pas mal de choses un peu complexes à faire, dans le sens où on n'était pas du métier dans le développement informatique. Mon associé, par contre, autodidacte, a pu développer pas mal de choses. Et ça a duré de 2020, donc le maquettage, le lancement du MVP avec les clients, et la facturation a commencé en fin 2021, en novembre 2021 exactement. Okay. Bon, ça doit être satisfaction quand ça sort. Ouais. J'imagine. Ouais. Et on était tellement boulot, presque. C'est ça. Moi, j'ai commencé à bosser dessus en réalité en 2010. Non, en 2006-2007. C'est bien de partager ça, parce que tu sais, les gens, quand ils voient des systèmes sortir, puis ils voient des levées de fonds, ils se disent souvent, ah, ça va, c'est facile. Mais en fait, il y a tellement de boulot depuis le jour A, l'idée, la mise en place, l'application, les changements. Donc là, en tout cas, ça sort. Donc, c'est ça. Top. C'est ça. Et du coup, on est content. Et puis après, aujourd'hui, honnêtement, transparent, quand on regarde le résultat 2021, mais c'était un truc, c'était juste pas possible. Quand on regarde, on se dit, mais comment il y a des gens qui ont pu... Mais c'est parce qu'en fait, là, la forme était pas ergonomique, etc. Mais le fond, ça répondait à la problématique. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le logiciel à date est complètement différent de ce qu'on avait fait dans le projet à l'époque, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, on va revenir maintenant Easy Shipping 2025. Quelles fonctionnalités vous mettez en avant? Il y en a vraiment plusieurs. C'est quoi la plus-value pour vos clients? Là, on l'a quand même compris. Comment ça a évolué? Voilà, c'est quoi aujourd'hui Easy Shipping, la solution complète? Alors, la solution complète, pour revenir un petit peu avant, parce qu'il est important de parler du persona. Donc, nous, c'était plutôt un outil qui était essentiellement B2B, donc coprofessionnel déjà d'une. Et on avait plus ciblé les PME, TPE, voire quelques ETI. Et il s'avère que l'économie de temps, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi au départ avant, l'économie de temps fait nécessairement économiser de l'argent, était plus prégnant chez les ETI et les très grandes entreprises. Donc du coup, on a commencé déjà avec les PME, donc qui avaient besoin de solutions ponctuelles ou complémentaires à ce qu'ils avaient actuellement. Donc c'était bien, ils n'avaient pas de TMS, pas trop de notions, surtout dans l'industrie d'utilisation d'outils bourse de fret, etc. Donc là, ça leur permettait d'organiser leur transport et sur un écran d'avoir un suivi de toutes leurs expéditions. Et même par moment, pour certains qui proposaient le logiciel à leurs fournisseurs, ils leur donnaient un accès pour avoir la visibilité sur ce que allaient recevoir chez eux. Donc ça, c'est ce qui a fait que le logiciel fonctionnait bien avec eux. Mais à terme, en fait, comme l'outil, il permet, d'avoir de trouver des partenaires de transport, d'intégrer ses propres partenaires de transport, de récolter la documentation, d'avoir une cotation en instantané. Parce qu'à date, on fait une cotation, on fait une demande de cotation et on peut attendre 24, 48 heures avant d'avoir un retour. Là, étant donné que nous, on agrège les grilles tarifaires des partenaires de transport, on a le prix instantanément. Mais aussi, on fournit les données des partenaires de transport. Donc, ils peuvent le contacter en direct via un chat qu'on a mis en place dans l'outil, mais on a les coordonnées téléphoniques et mail, donc ils peuvent échanger, etc. Donc, pour avoir plus de transparence, c'est ce qui a fait que ça a bien pris. Puis par la suite, en fait, des entreprises de certaines tailles qui faisaient beaucoup plus d'expéditions, eux avaient déjà des WMS, etc. Et étant donné que nous, on a développé des API, donc
Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme-là, les API, c'est comme une rallonge et on vient brocher des prises. Donc nous, Vous adaptez au système en place. Exactement. Ok. Donc ceux qui avaient des WMS et des logiciels de facturation, d'étiquetage, etc., on avait la possibilité d'interconnecter un peu tout ça, comme des logiciels comme Akanea, etc. Bah, du coup, les entreprises de taille beaucoup plus importante et des logisticiens, par exemple, qui avaient besoin, donc, du coup, se sont intéressés à nos solutions parce qu'ils avaient le suivi, la traçabilité, le nom de qui transporte, de savoir s'il y avait de la sous-traitance, d'avoir les coordonnées du livreur, l'immatriculation et le nom de la société de transport qui va livrer. Et on s'est aperçu, là, il y a une très grande entreprise une multinationale avec laquelle on bosse depuis novembre. Ils communiqueront sur le fait qu'on bosse avec eux. Donc c'est pour ça que je tairai le nom. Mais ils sont en Normandie, ils sont partout en Europe et partout dans le monde. Donc ils ont vu l'intérêt qu'il y avait à savoir, tiens, on a un départ de telle usine à telle usine et l'usine là-bas, il lui manque de la matière première, il nous faut un taxi-colis. Hop, ils arrivent à trouver un prestataire qui va livrer tout de suite. Surtout, l'innovation... Eux, ce qu'ils voulaient, c'était aussi faire des économies de CO2. C'est que nous, seuls, les transporteurs qui sont dans un rayon de 100 km maximum du point de chargement, ont accès aux missions. Donc sur les autres bourses de fret, c'est partout en France, nous, on fait en sorte que les acteurs locaux travaillent entre eux. C'est intéressant, c'est les acteurs locaux qui prennent effectivement en charge les demandes d'envoi. Et en plus, tu m'avais parlé de remonter à vide. Donc là aussi, je pense qu'au niveau économie de CO2, on est bien. On utilise des camions qui sont vides. Exactement. Pour faire les retours à vide, c'est les camions qui partent plein à l'aller et puis qui font le retour pour revenir au dépôt. Exactement. Et nous, les partenaires de transport, le produit qu'ils ont, c'est que quand ils font là, par exemple, je vais vous parler d'un cas concret pour ce fameux client. Ils avaient des départs en Normandie dans le 27 vers Besançon et Dijon. De taxi-colis. Donc nous, le logiciel a pu faire en sorte de mutualiser ces deux demandes distinctes pour pouvoir les mettre dans le même camion. Et ce transporteur-là, quand il a chargé hier pour aller livrer à Riose et à Besançon, arrivé à Besançon là-bas, le logiciel lui a dit « Ah bah tiens, il y a à 4 km un chargement qui pourrait être compatible pour pouvoir retourner en Normandie. » Ok, ouais, c'est intéressant. Donc du coup, l'exploitant, l'affréteur, lui, son boulot, c'est de passer du temps à chercher du fret. Là, le logiciel va lui permettre de lui indiquer sur son itinéraire aller ou retour, des missions compatibles avec l'espace disponible dans leur véhicule. Ok, ça stop. En plus, j'imagine, plus tu as de clients, plus tu as de fret, plus les gens vont optimiser. Exactement. J'imagine qu'au début, ça ne devait pas être simple parce que, en plus, une question que j'avais pour toi, vous avez dû au fur et à mesure rentrer de plus en plus de transporteurs parce qu'il faut que tu aies des solutions partout dans tous les départements. Et c'est là où il y a une réelle complexité parce qu'il faut avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Demande transporteur, il faut avoir du VL comme du super lourd et dans des régions différentes. Et c'est là où, là cette année, en fait, 2025, c'est l'année où on doit avoir des partenaires de transport qui couvrent le territoire pour pouvoir répondre à ces problématiques, mais aussi dans certaines zones de France où il y a moins d'expéditions, mais il y a quand même des entreprises, trouver des entreprises aussi qui expédient pour pouvoir mutualiser les expéditions d'une certaine zone, par exemple dans la Creuse, se dire toutes les 3-4 entreprises-là, il faudrait qu'on arrive à les avoir en tant qu'expéditeur pour qu'un transporteur, quand il va avoir une descente par là-bas, soit certain de pouvoir retrouver quelque chose pour remonter. Ouais. Mais je pense que c'est du gagnant-gagnant en fait. Exactement. Les expéditeurs qui rentrent chez vous, ils vont mutualiser, avoir des coûts de transport moins importants et les transporteurs aussi. Donc c'est ça. Non, vous êtes vraiment un facilitateur, il faut juste que tu trouves... Et là, de toute façon, en signant des gros contrats comme celui-ci, forcément, ça va. Les transporteurs vont venir tout seuls parce qu'il quand il y a du fret. C'est quand même plus simple, je pense, de faire venir des transporteurs qu'il y a du fret. Enfin voilà, ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est... Ok, c'est vraiment intéressant. J'avais une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as lancé ça, est-ce que tu n'as pas eu des affréteurs qui ont un peu râlé? Alors, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Je ne pense pas que tu voles leur travail. Il y a des grosses sociétés d'affrètement qui marchent bien. Ça a été un peu dur? Tu as été un peu... Pas qu'un peu. Pour être transparent, je pense que c'est bien d'aborder ce genre de sujet aussi, parce que ça fait partie aussi de l'envers du décor. Ça a été très mal perçu pour une bonne partie, notamment même certains membres du syndicat FNTR, etc. Pas forcément certains membres, mais pas les gens de la FNTR en particulier, mais c'est de se dire beaucoup de commissionnaires ou d'affréteurs ont eu l'impression de se faire piquer leur boulot. Alors qu'aujourd'hui, on a des affréteurs, des commissionnaires en tant que clients, mais c'est après coup qu'ils ont
bien compris ce qu'on était en train de développer, c'est un outil comme un TMS. Donc, tu vas pouvoir organiser tes transports. Un affréteur, par exemple, il va pouvoir soumettre une demande à Transport Bernard, une à Pierre, une à Paul, etc. Puisqu'on a cette notion de mission privée et mission publique. Eux vont nécessairement travailler avec leurs propres partenaires de transport. Donc, ils viennent avec le logiciel vierge de transporteur. Ils vont agréger leurs transporteurs. Et au lieu de les appeler ou de faire un mail, tiens, j'ai besoin que tu prennes cette course, et bien, dans le logiciel, ils vont pouvoir faire la saisie et l'envoyer directement. Et ils vont juste dire à leur transporteur, gratuitement, vous vous inscrivez sur la plateforme. Vos chauffeurs doivent avoir l'application pour pouvoir scanner les QR codes et avoir le suivi et la traçabilité. Mais on continue de bosser avec vous. C'est juste que moi, aujourd'hui, j'utilise un outil de management de mes transports. Et ça, en fait, cette approche-là, il a fallu avoir pas mal de pédagogie. Et surtout, c'est pour ça qu'on comptait avoir aussi des commissionnaires et des affréteurs sur la plateforme, parce que ça avait été très, très, très mal perçu. Et même certains réseaux, notamment un réseau normand, où on m'a clairement dit, je l'ai gardé, hein, le message sur LinkedIn, elle m'a dit pour l'instant, l'adhésion au réseau, on ne peut pas la faire parce qu'on a déjà une boîte qui fait sensiblement la même chose, et puis on sait que ça en froisse certains. Et En fait, ils viendront. C'est pas grave. Moi, je dis souvent ça. Les gens qui sont. Je comprends que des fois, ils sont un peu réfractaires à venir. Quand ils verront que ça fonctionne, et je pense qu'ils viendront tout seuls. Et là où vous êtes intelligent, c'est que plutôt que de rentrer en confrontation avec les affréteurs, vous dites attendez, les gars. On est peut-être concurrents sur là, mais on peut vous amener une plus-value. Et Exactement. le fait, j'ai bien compris que tu leur permets d'importer leur propre réseau de transporteurs. Exactement. C'est hyper intelligent, ça, en fait. Exactement. Et puis, même si nous, côté transporteurs, les transporteurs agrègent leur grille tarifaire, à côté de ça, ça reste une cotation. Donc, quand on va faire une demande de transport, on va avoir le prix de transport des transporteurs qui sont dans le rayon de 100 km. Mais in fine, l'expéditeur, c'est lui qui fixe son prix. Il se dit, voilà, les transporteurs dans le coin, c'est 700 €. Moi, si je veux proposer 500, 600, 700, c'est à lui de fixer son prix. Mais ça lui donne une base référence. Et ça, justement, les affréteurs me disent non, mais on pensait que c'était le logiciel qui imposait un prix. Je dis mais c'est pas notre métier en fait. Un TMS, c'est un outil qui te permet d'organiser ton transport, et la partie bourse de fret te permet d'accéder à un panel de transporteurs plus important. En revanche, nous, on n'intervient pas dans la fixation du prix. C'est une relation commerciale entre un de nos utilisateurs et un autre utilisateur. Nous, notre métier, c'est de les mettre en relation, de leur fournir, de dématérialiser la ICMR, etc. Tout ce qu'on a dit, t'es pas qu'une bourse de fret, il y a tout ce TMS. Exactement. Et donc, tu as permis de leur... je vous offre aussi ça. Donc, exactement. C'est cool de dire... plutôt que de bosser l'un contre l'autre, on va bosser ensemble. Oui, non, c'est sûr. Après, il y a eu plein... Après, pour leur défense, et j'ai été aussi de ce côté-là, donc je peux comprendre. Moi, je suis affréteur, je vois un outil qui donne des prix, etc. Clairement, je ne veux pas être familier, mais ça m'embête, pour pas dire autre chose. Mais là, en fait, à partir du moment où ils comprennent que c'est eux qui fixent le prix, c'est eux qui ont la main, parce que c'est leur métier aussi. Et moi, pour avoir été aussi à leur place... si je vois d'autres logiciels qui le font, et moi ça m'embête, pour pas dire autre chose. Ouais, non, mais c'est le business, hein. Il y a toujours des nouveaux arrivants qui viennent sur le marché, et bon, ça crée un peu de concurrence, mais en général, si c'est de la concurrence saine et loyale, en général, le secteur avance. Complètement. Bon, donc ça c'est bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc ça c'est ce qui s'est passé dans le lancement, donc aujourd'hui on a compris que c'est plateforme complète, tu as des clients des deux côtés, ça avance bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait du logiciel, mais c'est quoi? Tu as encore envie d'évoluer? Tu as envie de le perfectionner? Ouais, c'est quoi on a encore envie d'évoluer, mais on est à une étape où on fait en sorte de standardiser notre offre et le produit, parce que il faut encore l'éprouver, et il y a encore pas mal à faire. Après, évidemment, moi j'ai plein d'idées. Là, on a les prochaines features: l'optimisateur de tournée pour les transporteurs, l'optimisateur de chargement, l'optimisation d'itinéraire aussi. Ça c'est pas mal, et la prochaine feature qui va sortir, c'est aussi le PTS, c'est le Predictive Truck Solution. Okay. Le PTS, c'est quoi en fait? C'est que par exemple, pour le fameux client avec lequel on travaille depuis novembre, eux, ce qu'ils voulaient, c'était à la fois réduire leurs émissions de CO2 et aussi potentiellement réduire le prix ou avoir un prix équivalent. Donc eux, on leur a expliqué que nous, on a un algorithme qui permet de vous indiquer
si vous dites que j'ai un transport qui doit partir lundi, livraison mercredi, nous, notre logiciel va vous dire, au lieu de le faire partir lundi matin, faites-le partir lundi soir ou mardi matin, parce qu'il y a un camion qui a 7 mètres de plancher et il lui reste suffisamment de place pour être complet avec le chargement que vous allez faire. Donc ça va différer légèrement le départ, mais tout ça pour optimiser le chargement du transporteur. Donc lui, il sera complet. Et en plus, étant donné qu'il aura de la marchandise d'un autre expéditeur, ils vont se répartir les émissions de CO2. Et potentiellement, en termes de prix, ce sera soit équivalent ou soit moins cher. Donc ça, c'est ce qu'on développe avec eux parce que voilà, pour cette entreprise, elle a besoin aussi de limiter ses émissions de CO2 et c'est la prochaine feature qu'on développe. Mais on va les lancer au fur et à mesure. Mais à date 2025, c'est focus sur le commerce, standardiser notre produit. Là, étant donné en plus que l'activité, on a une belle croissance là depuis le début d'année. Donc il faut absolument être efficace sur une chose avant de vouloir tout faire. Ok. Et on en fait déjà pas mal. Ouais, franchement, top. Je reviens un peu sur. Je vois que tu parles beaucoup de CO2. J'ai l'impression que c'est une vraie demande des sociétés. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis intervenant en formation sur l'aérien, mais souvent, je dis que avant, il y a quelques années, je disais que les 3 principaux critères de sélection en général, c'était le prix, le délai, la qualité. Et aujourd'hui, on rajoute le 4e, c'est l'environnement, c'est le CO2. Et je pense que quel que soit aujourd'hui le prestataire ou les systèmes que tu mets en place, il faut que tu prennes en compte ces 4 délais. Et le CO2, c'est récent que les sociétés demandent. Mais j'ai l'impression, vous avez raison de le mettre en... Je pense qu'il y a même des sociétés peut-être qui demandent un calcul du CO2 pour vraiment... Exactement, voilà. C'est ce que nous on fait. On a la valeur calculée et puis la valeur réelle. Ok. Donc, tu donnes cette info aux sociétés qui peuvent le mettre dans leur calcul. Exactement. Et puis après, par le biais de l'ADEME, etc., délivrer des attestations comme quoi on a émis tant de CO2 et on a économisé tant de CO2 parce qu'on a fait de l'optimisation de chargement en décalant la livraison ou en complétant un camion ou au lieu de faire un taxi-colis, des fois taxi-colis, même s'il y a le caractère urgent, de permettre la mutualisation de 2 taxi-colis, même si ça diffère un peu le temps. La Rio, c'était ça. Il y avait un chargement à Beaumont-le-Roger, à Val-de-Reuil, pardon, puis un autre à Nassandre, à une quarantaine de kilomètres, pour une livraison à Rioz et Besançon. Les deux sont à 20 km d'écart. En termes d'heures de livraison, il y avait ça décalé d'1 heure. Donc on a pu mutualiser le tout dans un camion au lieu d'avoir 2 camions qui fassent un express, quoi. Donc l'économie en termes d'énergie et d'énergie et financier aussi. Ouais, financier, non, c'est vraiment clairement. En tout cas, moi, clairement, la plus-value moi, je suis impressionné. Je savais pas vraiment. Je savais pas que vous faisiez tout ça. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir découvert ça. Avant de clôturer, il y a un petit sujet, je voulais qu'on échange. Je voulais avoir ton avis. Je vois depuis pas mal de temps là sur LinkedIn que ça a toujours été difficile pour les transporteurs routiers. Apparemment, cette année, ça a été particulièrement difficile. Alors, c'est vrai que la concurrence étrangère, on la connaît, depuis beaucoup de Polonais qui viennent, enfin des pays de l'Est. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'aujourd'hui c'est encore plus difficile? On voit des sociétés de transport routier confirmées, donc si tu aimes bien le secteur, ça tient à cœur. Oui, complètement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce est-ce que tes solutions, des solutions comme Étienne, ça peut aider? Voilà, juste rapidement ton point de vue là-dessus. Oui, alors c'est multifactoriel, la fermeture des entreprises de transport. Effectivement, la concurrence déloyale, aujourd'hui, ça fait un moment que c'est là, mais il existe des biais pour pouvoir maintenant se défendre. Mais une des problématiques et la plus récente que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est le nombre de sociétés de transport qui se montent et où les dirigeants sont incapables de faire une grille tarifaire. Donc ça, c'est juste pas possible de voir des sociétés de transport où moi je vois des partenaires, quand ils viennent sur la plateforme, j'ai dit nous voilà, ce qu'on impose c'est un accès gratuit, mais fais une grille tarifaire. Ils sont incapables d'en faire une. Ça, c'est juste pas possible. La plupart qu'on rencontre, on est obligé de les orienter pour qu'ils puissent établir une grille tarifaire parce qu'ils sont capables d'accepter une course à 60 € alors qu'elle en vaut 170. Et aussi, des fois, par la détresse dans laquelle ils sont parce qu'ils ont monté leur boîte, on leur a dit t'inquiète pas, tu auras du boulot. Et au bout de 2 mois, 3 mois, pas de clients, pour aller obtenir le contrat sur un autre prestataire de transport, un de leurs confrères, ils vont proposer des prix inférieurs pour avoir le contrat. Sauf qu'ils ne seront pas rentables. Et donc, les premiers responsables ces derniers temps, ce sont les transporteurs. De la vente à perte.
et Exactement. finalement qui fait baisser les prix et qui permettent plus aux transporteurs qui eux vendent à un prix correct, enfin rentable, c'est ça, de vivre. Exactement. Et Ok. surtout, voilà, et la formation, parce qu'aujourd'hui, il existe pléthore de formations pour former des entrepreneurs pour se lancer dans le transport, mais il faut mettre absolument l'accent qu'on ne peut pas être transporteur sans savoir-faire de grille tarifaire. Et peu importe le secteur, qu'on soit dans la mise à dispo, l'affrètement, le groupage, le taxi-colis, les prix au kilomètre, même ça, ils ne savent pas. Certains ne facturent pas l'approche. C'est une aberration. Donc on doit connaître son coût de revient Exactement. pour faire un peu de marge, parce qu'effectivement, si on ne connaît pas son coût de revient, tu vends un peu ce que tu veux. Et je pense que tu es aussi à la merci des prix et des demandes qui sont assez. J'ai vu sur LinkedIn, je suis pas mal, Ouais. des demandes clients qui profitent aussi, qui tirent au Et, rabais un peu toutes les courses. Exactement. Et Ok. puis ça aussi, c'est une plaie de voir beaucoup de partenaires de transport se laisser imposer des prix. Donc il doit y avoir la négociation. Ça fait partie de tous les secteurs d'activité. Donc quand il y a une relation commerciale, on discute, on négocie, on se met d'accord. Mais pas plus tard que ce matin, j'étais à Groslay avec un partenaire de transport et il m'indiquait que voilà, il travaille pour telle structure, il fait des navettes entre différentes grandes enseignes de bricolage et ils lui ont dit c'est tant par colis. Mais quand tu vas livrer Melun dans le 77, qui est en Île-de-France, Mm. et que tu dois aller livrer le Nord 78, il y a de la distance, il y a les bouchons, etc. Et qu'on te donne 30 euros pour aller livrer un frigo ou une meuleuse ou autre chose, t'es juste pas rentable. Et j'ai dit, tu peux pas accepter. Il me dit, ouais, mais j'ai besoin de bosser. J'ai dit, je l'entends. J'ai dit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Après, effectivement aussi, il y a la conjoncture. Là, t'as des frais fixes. Mais je comprends, c'est vrai que c'est facile. Enfin, d'ici, c'est pas facile, c'est facile à comprendre. Mais quand tu as des frais fixes, des camions à payer, Mm. des entrepôts, des mecs à payer chaque mois, ouais, tu as envie de prendre Ouais. du business. Mais au final, tu as raison, c'est juste un pas de plus vers la faillite, en fait. Mais complètement. Et puis, je pense que à date, il faudrait que les gens aient une réelle expertise de ce qu'ils veulent faire dans le transport, puisque c'est facile de passer sa capacité VL, PL, peu importe, mais de savoir réellement ce qu'ils veulent faire. Moi, je pars du principe que tous les transporteurs doivent faire de la qualité, et la qualité, ça se paye. Et si tout le monde était sur cette ligne-là, je pense que le rapport de force pourrait s'inverser avec les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on a besoin d'eux. Et moi, je travaille avec eux. Et il faut aussi savoir faire en sorte que les différents partenaires de transport puissent dire, voilà, aujourd'hui, une palette, par exemple, de Roissy au port de Rouen, c'est 90 euros minimum et pas en dessous pour une palette 80-120 standard. Mais ça, comme on est beaucoup à ne pas le faire, enfin, bon, je parle en tant que transporteur parce que c'est le mécanisme que j'avais par habitude. Mais si ça, déjà, on arrive à le faire, ce serait déjà pas mal. Et puis, les donneurs d'ordre, les chargeurs ne sont pas stupides. Aujourd'hui, ils veulent de la qualité. Donc, pour beaucoup, sont prêts en réalité à payer pour avoir la qualité. Par exemple, je vous donne, ça c'est un client que je peux citer, Yarden Hypercacher, qui sont pas très loin à Argenteuil, donc ils sont passés par la plateforme pour travailler avec différents partenaires de transport. À un moment donné, ils voulaient réduire leur prix, comme beaucoup d'entreprises, mais finalement, là, ils sont prêts à payer un petit peu plus parce qu'on a ce qu'on paye. Il y a une livraison qui a été faite, marchandises abîmées, le transporteur, il sait qu'il les payera les pâquerettes, il va faire moins attention. Un transporteur qui est bien payé, pour citer une Oui, entreprise... moins de pression sur le chauffeur, exactement. qui doit faire peut-être moins de livraisons, moins de points différents, et donc Exactement. une meilleure qualité. En fait, c'est Ouais, vite. et il peut même faire autant de points, sauf Mhm. que si le chauffeur est bien payé, l'employeur s'y retrouve, etc., il peut avoir le même nombre de livraisons, mais il va avoir des gens soigneux. Et la qualité de service, ça se paye. Et ça, faut pas lâcher là-dessus. L'armoire cassée, ça a été échangé. Il y a eu peut-être un prix qui était à la hausse, je crois, de 15 à 20%, donc c'était un peu plus cher. Mais la prestation, le destinataire, tout de suite écrit dans le logiciel, a mis un avis favorable pour le livreur. Et eux, qu'est-ce qu'ils me disent? Tiens, ouais, là, il est content parce que le mec est arrivé à l'heure, il a descendu la marchandise, il l'a amené avec son Mhm. transpalette, il l'a déposé, etc. La- Et ça se paye. La satisfaction client, ça n'a pas de prix. Le prix de la non-qualité, on l'oublie souvent, c'est que tu économises, je sais pas moi, 20 euros sur un transport, mais quand tu as un litige derrière, tu risques de perdre ton client. C'est vraiment Mais, ça, hein. mais complètement. Mais Dans complètement. le transport, alors on sait, il y aura toujours des litiges, d'accord? C'est un métier où il y a Ouais. on transborde. Ouais, le risque zéro n'existe pas. Voilà, des marchandises qui vont de un point A à un point B, forcément, le risque zéro. Mais
plus je vais avoir des transports de qualité et mieux ça va se passer en vrai. Et j'en profite parce que franchement, je profite de ton expertise. Et là, vraiment, la dernière question. Euh, je vois aussi un problème de pénurie de conducteurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu Ouais. connais bien. Je vois des sociétés comme Truckers, qui est une application où tu peux trouver des conducteurs. Tu vois, c'est vraiment des transporteurs qui manquent de conducteurs. J'ai vu aussi DLT First sur LinkedIn qui monte des franchises avec des chauffeurs, avec camions avec chauffeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu ressens aujourd'hui un souci au niveau du nombre de personnes. Il y a un Oui, problème de conducteurs? ouais, complètement. Nous, on a pas mal de partenaires de transport, des fois qui se retrouvent, heureusement qu'ils ont des véhicules en leasing qui peuvent restituer par moment, Ok. parce que ils ont du mal à trouver du personnel, mais ils ont du mal à trouver du personnel aussi parce que faut être franc, c'est pas fun d'être livreur, mais un livreur pour qu'il bosse bien, il faut savoir le motiver avec un véhicule, quelques avantages, remettre des choses qu'il y avait à l'époque comme la prime de consommation de carburant. Quand tu consommais moins, tu avais une petite prime, ça fait toujours plaisir. Et le salaire. Clairement, le salaire. Si la personne, à la fin du mois, se dit ah, punaise, je suis éreinté, mais voilà, je suis un transporteur, je fais de la messagerie, au lieu de gagner 1400, 1500, mais je suis plutôt à 2000 euros, et à côté de ça, j'ai quelques petits trucs, les gens vont se défausser. Et la manière aussi dont ils vont être managés. Parce que manager des livreurs, tout le monde ne sait pas le faire. On n'a pas besoin de mettre un mec qui a fait de superbes études, etc. Non, non, il faut être humain. Moi, je connais et tiens, ça pourrait être... si tu as l'occasion de la recevoir, ça peut être pas mal, mais je connais Yasmine de Mipi. Ok. Midipi, elle a Sergi, elle a monté une boîte. Aujourd'hui, ils sont plus de 300. Et ce qu'elle arrive à faire, c'est la manière dont elle accompagne, elle s'exprime avec ses différents livreurs et livreuses, puisqu'elle a aussi un mix femme-homme dans sa boîte qui est juste, moi je trouve ça extraordinaire. Je me dis, elle arrive à embarquer des gens, à faire en sorte d'essayer de leur proposer des rémunérations correctes, leur fournir du boulot plutôt sympa, même si des fois ça peut être la livraison. Voilà, c'est un métier aussi qui est ingrat, qui est difficile, etc. Et je me dis, c'est des gens comme ça, en fait, qu'il faut avoir dans les sociétés de transport pour pouvoir manager ces personnes-là. Je dis pas de se mettre à leur hauteur, parce que c'est des gens qui sont très intelligents. Moi, je suis un livreur, donc j'ai honte de rien. Il y a plein de livreurs qui sont très intelligents, capables, mais il faut les rémunérer. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut... Déjà, je te remercie. Donc, c'est Yasmine de chez Midipi. Yasmine Mipi, ouais. En plus, on m'en a déjà parlé, donc j'espère en tout cas qu'on la verra peut-être ici. Tu sais, je pense que ce métier de livreur, pourtant, ils sont au bout de la chaîne. C'est eux qui ont les colis en main. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être le mettre en avant. Je suis aussi sur LinkedIn, peut-être qu'il reviendra un jour. En tout cas, il sera le bienvenu, Augustin Doumbé, je crois, Oui. qui forme, qui est une académie qui forme les livreurs. Et est-ce que justement, ça passe pas aujourd'hui par tout ça, de la formation, on a parlé du digital chez Truckers, tu vois, est-ce qu'on peut pas justement mettre tous ces moyens au service des livreurs? Est-ce que c'est pas une solution? Je pense que Oui, si. oui, mais clairement, en fait, tout ce qui peut aider au bien-être au travail des livreurs est bienvenu. Mais la première chose, c'est l'échange, la relation que tu vas avoir avec tes équipes, le salaire qu'ils vont avoir, Management, clairement. salaire et puis conditions de travail. Conditions de travail. Ouais, Donc ouais. après, voilà, tes livreurs à Paris, c'est pas la même que quand tu es à Rouen, par exemple. Mais aussi les intéressés. Les intéressés, comment voilà, nous, on vous donne une base de salaire. Je te donne des bêtises, mais je dis, tiens, je te donne 1500 euros de salaire pour faire de la messagerie, par exemple, livraison colis Amazon, etc. Et la qualité de service, c'est si tu arrives à livrer dans les délais, les clients sont satisfaits, tu n'abîmes pas le véhicule, etc. À chaque fois que tu as un palier, tu prends 100 euros, par exemple. Les impliquer dans une espèce Exactement. de qualité commune pour qu'au final, ça soit le client qui soit satisfait. Exactement. Ok. Et c'est du gagnant-gagnant. Et croyez-moi, même si les clients veulent les livraisons gratuites, etc., bon, c'est jamais gratuit, mais un client satisfait, il se plaindra toujours, mais au final, quand il sera pas satisfait par un prestataire qui aura mal fait le boulot, il regrettera ce livreur qui est venu, mais qui a fait cette prestation, et il sera limite gêné de cette plainte. Moi, j'ai eu l'exemple de clients qui sont partis pour le moins cher. Et ils sont revenus. Ouais, je pense Et ils sont revenus parce que voilà, ils avaient moins cher, etc. Mais des camions en mauvais état, des livreurs pas motivés. Et moi, je leur jette pas la pierre aux livreurs. Moi, honnêtement, on a tous besoin de travailler et quand on est mal payé ou que les conditions de travail sont compliquées, c'est difficile. Donc tout ça est important. Et pour intéresser les gens à revenir dans le transport, aujourd'hui, c'est un métier qu'il faut moderniser avec les différents outils.
et de fournir aussi tous les équipements nécessaires. Il existe plein de choses pour que les gens soient bien au travail. Bon, il y a les gants, les EPI, etc. Oui, mais aujourd'hui, il existe encore pas mal de choses pour pouvoir aider et améliorer les conditions des livreurs. Et si on a une entreprise aujourd'hui qui a les reins suffisamment solides pour le faire, parce que c'est des moyens qui coûtent cher aujourd'hui, ben c'est ce qu'il faut faire. Peut-être avoir moins de livreurs, mais mieux les rémunérer pour qu'ils se donnent un peu plus pour travailler, plutôt que d'avoir pléthore de livreurs, mais payer à l'épacrète pour faire des livraisons que peu de monde veulent faire. Parce que c'est la plus grande problématique aujourd'hui. Ok. Bon, bah écoute, non, mais franchement, merci d'avoir partagé ton analyse, hyper intéressante. Je t'en prie. Moi, je suis ravi d'avoir compris ce que fait Easy Shipping. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut te retrouver sur les sites internet, LinkedIn, des choses Exactement, comme ouais. ça. Donc, voilà, je vous encourage en tout cas à contacter Saïdou et son équipe. Moi, je te remercie encore une fois. J'espère qu'on se reverra peut-être. On peut refaire un point dans un an, voir où vous en êtes. Ouais, Enfin, bah complètement. si tu es Après, dans le coin, en plus, tu m'as dit que tu es un gars du coin, on est donc dans le tu repasses de coin temps en et temps. puis on participe aux différents événements du transport comme le Ah, vous êtes au SITL. SITEL cette année? Le Ok, SITL, on c'est l'a fait cool. l'année dernière, on l'a fait cette Ok. année. Supply Chain Event, Top Transport, dans les différents événements. Et puis après, Pas oui, mal de présence dans les salons alors. Ouais, ok. oui, c'est essentiellement là qu'on fait de la prospection et la promotion d'Easy Shipping. Donc, Mais alors, je me rappelle, le SITL, il y a 2 ans, je crois, je voulais vous croiser. C'était impossible de vous avoir. Il y avait constamment des rendez-vous des gens chez vous. oui, Donc, c'était l'année dernière. l'année dernière, pardon, L'année c'est ça, je me dernière, ouais, rappelle. Ouais, ouais. c'était. C'est incroyable. Nous, c'était notre premier salon. Ok. On était de mémoire 13 sur le stand. On a eu un passage, Non, mais vraiment, mais sincèrement. c'était hallucinant. Je suis C'était passé 4 fois hallucinant. pour vous voir. Je suis passé 4 fois. Impossible. Et donc, tant mieux. C'est-à-dire que les gens Ouais. étaient intéressés. Donc, Ouais. cette année rebelote, là, Ouais. c'est dans 3 semaines. Un peu plus. Un un mois, peu là. un peu plus que ça, ouais. Bon, bah, vas-y, on se croisera là-bas en tout cas. Ça Ouais, marche. en espérant avoir le même succès, en tout cas en termes de visite Ouais. Bon, sur bah, le stand. ok, super. Bah, écoute, Saïdou, merci beaucoup. À Merci très à toi. bientôt. Bon retour.